Alors, je vous propose qu'on commence. Maintenant que tout le monde est là, ou presque, bonjour, rebonjour, bienvenue dans ce webinaire consacré aux intercultures pièges. Alors, pour réduire les pressions d'insectes ravageurs sans recourir aux insecticides, la technique des intercultures pièges pilotées, expérimentée par Terre Innovia, consiste à transformer les couverts d'interculture en pièges à altise. En quoi consiste cette pratique et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Pour le savoir, je vais laisser la parole à Nicolas Cerruti, chargé d'études en biodiversité fonctionnelle de Terre Innovia, qui va tout vous expliquer. Mais avant, comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Vous pouvez donc le retrouver sur notre chaîne YouTube en replay. Et pendant la présentation, posez toutes vos questions sur le chat en live. Nous serons ensuite ravis d'y répondre. Nicolas, c'est à vous. Merci Stéphanie, donc je vais partager mon écran. On me dira si c'est bon. C'est bon, C'est on voit bon, l'écran. tout va bien. Oui. Donc bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence à ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler des intercultures pièges pilotés, qui est en fait une technique innovante pour piéger les coléoptères d'automne, ravageurs du colza, et réduire l'utilisation des insecticides. Donc, je me fais le porte-parole de plusieurs collègues qui ont beaucoup investi dans cette thématique à l'Institut, notamment Céline Robert, Émilie Sitnikov et Michael Joloun. Et puis, donc vous verrez, dans le cadre de ce webinaire, on va parler de deux projets, des résultats de deux projets. D'une part, le projet Concerto, qui est un projet défi XP, 3 financé par l'OFB, et puis le projet Adaptacol Carré, qui a aussi contribué largement à l'évaluation de cette technique. Donc tout d'abord, quelques éléments de contexte. Cette technique, elle a été déployée au départ pour gérer des problématiques de ravageurs d'automne du colza qui ont un fort potentiel de nuisance et qui sont l'altise d'hiver et le charançon du bourgeon terminal. Donc on a commencé à travailler cette thématique dans le cadre du projet Concerto sur les plateaux de Bourgogne, dans le cadre d'exploitations qui n'arrivaient plus du tout à gérer l'altise d'hiver pour des raisons de résistance de ces insectes aux pyrétrénoïdes. Donc, je vous ai mis une carte d'évolution des résistances aux pyrétrénoïdes en France entre 2015 et 2025. Vous voyez qu'on a une nette progression des résistances de ces insectes-là aux pyrétrénoïdes, et donc nécessité de travailler des thématiques alternatives justement pour essayer de se passer de traitement. Donc cette technique des intercultures pièges pilotées, elle vise deux objectifs. Le premier, c'est limiter la présence des altises et des CBT adultes et des larves dans les colzas. Et le deuxième effet attendu, c'est la réduction des populations d'insectes sur le long terme, sans utiliser d'insecticides. Donc l'objectif n'est pas de se substituer à la chimie, mais de mettre en place des leviers pour éviter d'y recourir. Donc, comme je vous le disais, on a deux projets un peu phares qui ont travaillé cette thématique-là. En premier, le projet Concerto, qui fait suite au projet R2D2 et dans lequel on a travaillé à la mise en œuvre de cette thématique des intercultures pièges pour définir les modalités d'efficacité, etc. En 2020, ça a commencé les travaux, et puis on a eu toute une série d'essais au national dans le cadre du projet Adaptacol Carré avec beaucoup de partenaires au national qui ont contribué à acquérir les résultats dont je vais vous présenter en partie aujourd'hui. Donc le principe de la technique, c'est de piéger les insectes dans les couverts d'interculture. Vous savez tous que les couverts d'interculture ont différentes fonctions. J'en ai cité quelques-unes ici, des fonctions dites classiques qu'on connaît de ces couverts. D'une part, avec la couverture du sol, c'est d'éviter la lixiviation des éléments minéraux et donc la fuite vers les nappes, etc., qui entraînent des problèmes d'eutrophisation des milieux aquatiques notamment. Le fait aussi, par l'apport de matière organique, de contribuer à la vie microbienne du sol et au maintien de la structure du sol également. Les restitutions d'azote. Et en fait, en introduisant dans les couverts des plantes de service comme le radis chinois ou la navette, le principe est, comme ce sont des crucifères attractifs pour les altises et les charançons du bourgeon terminal, et bien de piéger ces insectes-là à l'automne
dans les couverts pour diminuer d'une part la pression des insectes sur les colzas qui se trouvent à proximité, et puis d'autre part pour détruire en fait les insectes piégés dans les couverts lors de leur destruction en hiver. Donc voilà pour le principe. Si on regarde un peu en image pour plus de clarté, donc vous avez un colza et une interculture qui sont représentés, une interculture qui contient du radis chinois et d'autres espèces. Donc dès fin septembre, vous avez les altises qui sont présentes qui sortent de leurs abris d'estivation et qui vont se retrouver dans les parcelles. Donc automatiquement, normalement, elles vont dans le colza. Quand on a une interculture qui est rendue attractive avec du radis, eh bien, vous allez avoir une partie de ces insectes-là qui va se retrouver piégée dans les couverts et qui va, dès le mois d'octobre, pondre ses larves aussi à l'intérieur des couverts. Et puis, le principe, donc, c'est en entrée d'hiver, quand on détruit le couvert, eh bien, on va casser le cycle des insectes qui ont été piégés dans ces surfaces-là. Donc, vous voyez bien les deux effets. Le premier, c'est un effet de dilution. On a la population qui se répartit en deux et qui va en partie dans le couvert. Et puis, le deuxième effet, qui est la destruction, le fait de casser le cycle des insectes qui donc ne vont pas donner de descendance. Donc, une première diapo pour vous illustrer ce qui a été fait dans le cadre du projet Concerto par Michael Joloun, qui était en fait, de mettre en place une plateforme spécifique dédiée à cette thématique-là pour essayer de mieux comprendre en fait, l'attractivité des différentes crucifères pour les altises et les charançons du bourgeon terminal. Donc ça, c'est une première série d'essais qui avait été faite en 2020, qui a permis de voir qu'on avait des différences de dégâts en fait, importantes entre les espèces. Et donc, dans le cadre du projet Concerto, on met en place ce type de plateforme aussi pour animer le groupe avec des essais un peu en rupture, un peu innovants, et c'est ce qui avait été fait à l'époque au tout démarrage en fait, de l'investigation sur cette technique d'interculture piège. Je vous mets une autre diapo qui est plus aboutie, qui intègre plus d'essais et qui a permis en fait de faire ressortir deux plantes candidates très intéressantes pour cette technique-là. D'une part, la navette et d'autre part, le radis chinois, parce que ces deux espèces-là, elles ont un comportement attractif à la fois vis-à-vis des altises et des CBT. On voit qu'il y a des notations qui avaient été faites au niveau des pontes de CBT et des larves aussi de grosses altises, qui montrent en fait que ces espèces-là, elles sont candidates, elles sont intéressantes pour le rôle qu'on veut faire, qu'on veut transférer aux intercultures, c'est le rôle de piéger en fait ces bestioles. Et donc le radis chinois, au départ, il a été privilégié parce que c'est une plante qui présente l'avantage d'être plus facile à détruire en fait que d'autres espèces de par sa sensibilité au gel. Donc voilà pour les discriminations un peu entre plantes. Je vous montre cette diapo-là aussi on n'a pas trop de temps, donc je m'attarde pas trop sur les aspects méthodologiques, etc., liés à cet essai, mais on pourra développer si vous le souhaitez. En fait, c'est une étude qui a été faite sur 3 ans dans le cadre du projet Adaptacol Carré, où il y a eu énormément de travail avec différents partenaires au niveau national, 43 dispositifs, 102 parcelles de colza et 62 parcelles d'interculture, dont l'objectif a été d'évaluer la capacité de piégeage, hein. Finalement, est-ce que cette technique elle est intéressante ou pas par rapport à ce qu'on veut faire. Et donc, il y a une méthode d'évaluation qui a été retenue, c'est finalement de suivre des couples de parcelles colza interculture la plus proche et de noter la proportion d'adultes qui étaient piégés dans les cuvettes enterrées dans l'interculture par rapport au colza. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a une variabilité importante, en tout cas dans les captures qui ont été effectuées, mais que sur 44 couples de parcelles qui ont été retenus pour l'analyse, eh bien, vous avez en moyenne 29% des altises adultes qui sont piégés dans les couverts et jusqu'à 77%. Donc, on va développer à la suite de l'exposé les différents facteurs qui peuvent jouer sur ce niveau d'attractivité. Et donc, ce que je peux juste dire par rapport à cette étude en termes de limites, c'est que vous voyez, si on travaille sur le couple colza interculture la plus proche, en fait, on n'est pas forcément exhaustif
dans le fait de recenser ce qui se passe sur l'ensemble des parcelles de crucifères, enfin de colza notamment sur le territoire et d'interculture. Donc voilà, c'est un résultat qui est intéressant parce que ça nous permet il y a beaucoup de suivis qui ont été faits, ça nous permet d'avoir une moyenne un peu des piégeages, mais notez qu'en tout cas, une des limites de l'étude, c'est justement le fait qu'on n'a pas d'intégration à ce stade encore de tous les éléments paysagers et notamment de l'ensemble des parcelles de colza, d'interculture et aussi les précédents qui ont pu y avoir. De même que les abris d'estivation qui pourraient être intéressants aussi de comptabiliser. Donc ça, c'est un travail qui est en cours, qui démarre pour justement aller plus loin que ce qui a déjà été fait, qui est déjà très intéressant. Donc après, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand les bestioles sont piégées dans les couverts, ce qu'on veut, c'est les détruire pour éviter finalement que le cycle se poursuive et que les adultes après émergent au printemps d'après. Donc on s'est posé la question de savoir est-ce que toutes les modalités de destruction des couverts étaient efficaces pour détruire les insectes présents et on a évalué l'émergence des adultes à l'aide de cages pardon, émergence que vous voyez sur la photo, en comparaison avec du colza sur des couverts en pur de radis. Et donc vous voyez que toutes les modalités, que ce soit broyage, entrée-hiver, désherbage ou gel, ont une efficacité relativement importante en termes de destruction enfin, de réduction des émergences, pardon. Donc après, on a moins de données pour le désherbage sortie hiver, mais le bémol par rapport à ça, c'est que si on attend trop longtemps, eh bien, on risque d'avoir des larves qui sont déjà tombées au sol pour se nymphoser, et donc du coup de ne pas détruire la totalité des larves. Donc le conseil adapté à ça, c'est plutôt d'avoir une destruction avant le 15 décembre. En tout cas, on voit que nos inquiétudes par rapport à la destruction des insectes, finalement, on a une bonne maîtrise avec l'ensemble des techniques. L'idéal étant un broyage voilà, si on peut éviter d'avoir à désherber et qu'on peut le détruire par broyage, c'est d'autant plus intéressant. Voilà, donc ensuite, par rapport aux facteurs de réussite, on s'est posé pas mal de questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui avait pu moduler l'efficacité du piégeage de cette technique-là. Dans le cadre d'Adaptacol, il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à tout ça. Nous, on a aussi, dans le cadre de Concerto, observé un certain nombre de choses, puisqu'on le met en place depuis 2020. Et donc, ce qu'on a compris du phénomène et ce qu'on recommande du coup en termes de conseils opérationnels, déjà, évidemment, c'est de choisir des espèces attractives. Donc là, le radis chinois et la navette ont été cités pour leur comportement attractif en conditions de choix, donc en conditions laboratoires, mais aussi en conditions de champ, leur attractivité vis-à-vis de l'altise et des CBT. Il faut complètement proscrire des espèces qui ne seraient pas attractives, comme la moutarde blanche ou la cameline qu'on nous a montré dans l'essai auparavant. Il n'y aurait pas d'intérêt du coup à les utiliser puisqu'elles n'attirent pas ces insectes-là. Donc j'ai précisé aussi que c'est une technique, parce qu'on a souvent la remarque suite à la présentation, et si je suis dans un secteur hernie des crucifères, eh bien, si je suis dans un secteur hernie des crucifères, on déconseille d'utiliser la technique, évidemment. L'objectif aussi de ce webinaire, c'est aussi de vous montrer ce qui est possible de faire en méthode alternative. C'est pas forcément à suivre à la lettre. Il peut y avoir aussi d'autres plantes de service qu'on peut utiliser sur d'autres problématiques. Mais en tout cas, voilà, retenez que on ne conseille pas d'utiliser ça pour ne pas favoriser la hernie dans les secteurs touchés. Ensuite, soigner l'implantation. Donc, l'objectif étant d'avoir quand même un nombre de pieds suffisant. On imagine que si on n'a que 2 pieds mètres carrés, ça sera moins efficace, puisque il faut quand même que les insectes puissent détecter les plantes qui les attirent dans le couvert, surtout s'il y a d'autres espèces. Donc on conseille 15 à 20 pieds par mètre carré de crucifères attractives et de faire attention aux repousses de céréales dont on a observé qu'elles avaient un impact négatif sur l'attractivité du couvert pour les insectes. Autre élément qui me paraît important à mettre en œuvre, j'en ai touché un peu 2 mots tout à l'heure dans la méthode d'évaluation qui a été utilisée pour évaluer la pertinence, l'efficacité de cette technique. On imagine bien qu'à l'échelle d'un territoire, lorsqu'on peut maîtriser un ensemble de surfaces et avoir plus d'interculture, en tout cas de surface d'interculture par rapport au colza, on va avoir un effet décuplé de cette technique.
Donc c'est ce que j'ai mis, avoir un bon équilibre entre surface de colza et interculture piège. On imaginerait mal protéger 5 hectares, 20 hectares de colza avec uniquement 5 hectares d'interculture piège. Donc le radis est en effet une plante qui est plus attractive en conditions de choix. Quand on est sur le terrain, c'est souvent plus difficile. Donc le colza reste attractif et restera visité de toute façon par ces insectes-là. Donc l'idée, c'est de déployer un maximum de surface autour du colza. On s'est rendu compte aussi qu'il fallait éviter des éloignements trop forts entre les parcelles d'interculture par rapport aux parcelles de colza. Si on est agriculteur et qu'on veut travailler plutôt à son échelle, bah, l'idée c'est d'essayer de mettre la parcelle d'interculture, si possible, de l'avoir à côté du colza. Et puis on s'est rendu compte aussi que les stades étaient importants. Si on veut avoir une efficacité maximale, il faut éviter d'avoir un décalage de stade trop important entre le colza et l'interculture et avec les crucifères de l'interculture. Donc, on recommande d'avoir des dates de semis entre les colzas et l'interculture qui sont assez proches. Plutôt que de semer, du coup, les intercultures qui souvent sont semées beaucoup plus tôt. Voilà, c'est d'attendre pour semer en même temps que le colza et avoir des peuplements finalement qui évoluent un peu en parallèle. Donc, après, je reviens sur les modes de destruction. Voilà, on conseille de privilégier une destruction avant le 15 décembre. Donc un élément important, on trouve que c'est une technique qui est intéressante parce qu'elle elle demande pas de sacrifices trop importants à l'agriculteur. C'est finalement assez simple à mettre en œuvre avec un surcoût estimé entre 1 et 3 euros par hectare. Nous, c'est une technique qu'on déploie dans le cadre du projet Concerto avec les agriculteurs depuis 2020. Et vous allez voir dans la diapo d'après, on arrive à avoir entre 200 et 300 hectares d'interculture pièges pilotés à l'échelle du territoire du projet. Donc pour un cadre de référence, le projet Concerto, c'est un projet qui touche environ 1000 hectares sur les plateaux de Bourgogne. On déploie cette technique-là, enfin les agriculteurs déploient cette technique-là assez fréquemment, enfin tous les ans. Et on est monté sur des pics à 300 hectares par an. Donc vous comprenez là qu'on est sur une efficacité qui potentielle supérieure parce que j'avais calculé qu'on multipliait à peu près, il y a certaines années, on a réussi à multiplier par 3 la surface attractive pour les altises. Et donc déjà, l'effet dilution, il est assez important. En plus de, comme je le disais tout à l'heure, de casser le cycle des, euh, des altises qui sont piégées dans ces surfaces-là. Voilà, donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, voilà, moi je dis pas que c'est un remède à tout, cette technique-là. Nous, dans le cadre du projet Concerto, on l'associe à d'autres leviers. C'est important de réfléchir aussi à ces combinaisons de leviers. Nous, on le travaille avec tout ce qui est levier pour le colza robuste, donc semis précoce, association avec de la févrole, semis avec, comment dire, fertilisation au semis, notamment. Donc voilà, on l'utilise en combinaison avec ça, en protection en parcelle colza robuste. Et puis tout l'aspect régulation biologique, parce qu'on travaille aussi cette thématique-là dans le cadre du projet. On essaye de structurer un réseau aussi de bandes fleuries, de haies, pour remettre en place des régulations biologiques qui étaient assez faibles au démarrage du projet. Donc tout ça pour vous illustrer que voilà, l'intérêt aussi dans des logiques territoriales, ça ouvre la voie à de nouvelles stratégies, à de nouvelles possibilités. Et c'est celle d'avoir une maîtrise un peu plus importante de ce qui se passe à l'échelle du territoire et de pouvoir optimiser la mise en place de cette technique-là avec un collectif. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis donc on arrive à la fin. J'étais assez rapide, je pense. Ce que j'aimerais que vous reteniez, du coup, c'est que grâce à l'insertion de radis ou de navettes dans les couverts, on a la possibilité de leur transférer une nouvelle fonctionnalité, cette fonctionnalité de piège des altises et des CBT à l'automne, avec un premier objectif de protéger les colzas alentours l'année N, et puis de détruire une partie, en tout cas de casser le cycle des altises et des CBT et d'éviter une recolonisation l'année d'après. Que c'est une technique du coup qui vise à limiter le recours aux insecticides et non pas à s'y substituer. Parce que souvent on pourrait dire, ah bah oui, mais s'il y a 30% d'efficacité, est-ce qu'on peut rivaliser avec des produits? En fait, l'idée, c'est pas de rivaliser avec les produits. L'idée, c'est de mettre en place des leviers pour que sur les parcelles de colza, on ait moins d'insectes
et qu'in fine, on puisse limiter les applications de produits. Donc retenez aussi que 30%, c'était une méthode d'évaluation par couple de parcelles colza interculture, mais quand même, donc une méthode qui peut avoir des limites, notamment pour les raisons que j'ai évoquées au niveau territorial de gestion de l'assolement et de pouvoir maximiser la présence des intercultures. Mais en tout cas, même dans le cadre de ces essais-là, on arrivait jusqu'à 77% d'adultes piégés, ce qui est quand même important comme chiffre. Avant-dernier élément, bah, c'est justement que cette technique-là, elle peut être mise en place en complément d'autres stratégies comme le colza robuste ou le travail sur les régulations biologiques dans des logiques d'action collective et territoriale, et qu'elle n'engendre pas beaucoup de surcoûts. En tout cas, cette technique-là, on a estimé entre 1 et 3 euros par hectare supplémentaire pour l'introduction de ce type d'espèces attractives dans les mélanges. Et puis, donc, c'est une stratégie qui est plus puissante quand on la travaille dans le cadre de collectifs d'agriculteurs, comme c'est le cas dans le cadre du projet Concerto. Voilà, je vous Merci. remercie de votre attention. Je vois que on a fait 20 minutes à peu près. Si On est vous dans avez les des temps. questions, Oui. du coup, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Oui, respect du timing parfait. Alors, il y a des questions, il y a pas mal de questions. Alors, déjà une question sur le code couleur du tableau de la slide. Quelle plante choisir? En fait, que signifie le code Ouais, couleur du tableau? ok. Je Si vais on peut repartager. ouais, si on peut le repartager. Le Donc, code une couleur, question donc, d'Anne-Sophie Kiné. ok. Donc, du coup, en fait, vous voyez, on a classé les espèces de par là, typiquement le piégeage en cuvette des grosses altises. En fait, la navette piège plus que la moutarde brune. On a mis un code rouge pour indiquer qu'elle piégeait plus. On aurait pu mettre un code vert en disant elle est hyper adaptée au piégeage. C'est vrai que, en tout cas, voilà, ça signifie qu'elle est plus attractive là au niveau grosse altise et qu'il y a plus de pontes de CBT et plus de larves de grosse altise que sur une espèce comme la moutarde blanche, par exemple. Donc là, en fait, on voit bien que la navette et le radis chinois, en tout Mmh. cas, ressortent comme des Mmh. plantes qui sont utiles pour le service qu'on attend d'elles, le piégeage des altises adultes, la présence de larves, aussi la capacité à stimuler la ponte des larves, enfin des grosses altises et CBT. Parfait, merci beaucoup. Une autre question d'Henri Montazel. N'y a-t-il pas un risque d'augmenter la population d'altises avant la destruction du couvert, donc la prédation sur le colza? Alors, une fois que les altises elles sont captées par l'interculture, elles perdent leur capacité à se disperser dans le paysage, elles perdent leur capacité à voler, elles sont fixées dans ces espaces-là et elles vont pondre après dans les espèces, hein, dans les espèces de crucifères. Et donc, le seul risque qu'il y aurait, en fait, finalement, de multiplier l'inoculum, enfin, l'inoculum, de multiplier la population, c'est que les larves arrivent au stade adulte et émergent au printemps suivant. Mais ça n'est Mhm. pas le cas puisqu'on détruit l'interculture. Donc, non, il n'y a pas de risque après finalement, de multiplier les populations dans ce Ok, cadre-là. très bien, merci. Une autre question d'Alix Pénichou. Le radis chinois peut faire peur en termes de destruction. Est-ce une idée reçue? Alors, donc moi, je suis moins bien placé pour répondre à cette question-là. Je propose que je laisse la parole à Mickaël. Je crois qu'il est Mm. présent Oui, il est dans le présent, groupe. il Est-ce a que même Mickaël, tu veux répondu répondre tout à la à l'heure. question parce que tu as une expérience là-dessus assez importante? Est-ce qu'il peut ouvrir le micro déjà ou pas? Non, je crois pas. Non? Non, non, non. Bonjour, Euh, vous m'entendez? Ah si, Ah, si, c'est si. bon. Oui, Ouais, vous m'entendez? super. Oui, 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 c'est bon. Oui, parfait. bonjour à très toutes. bien. Oui, c'est bon, le micro a été réouvert, merci. Alors oui, effectivement, le radis chinois, alors c'est pas le radis fourragé, c'est le radis fourragé, effectivement, on a des problèmes pour pouvoir Mm. le détruire en interculture, parce qu'effectivement, ça fait une grosse racine qui est compliquée à dégrader.
enfin en tout cas à détruire. Le radis chinois, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, il y a juste à faire un coup d'outil ou un coup de rouleau et ça suffit pour le détruire. Alors, il y a juste quelques craintes ou quelques appréhensions pour certains agriculteurs qui seraient en semi-direct, où effectivement, le trou qui est laissé par la racine, effectivement, ça peut faire peur pour mettre une graine dedans parce que ça fait quand même des trous dans le sol assez importants. Mais en termes de, si vous êtes en travail du sol, que ce soit labour ou TCS, ça pose déjà beaucoup moins de problèmes. Merci, Mickaël. Parfait. Merci beaucoup, Mickaël. Parfait. Une autre question de Mathis Ast. En détruisant le couvert et les insectes nuisibles, est-ce qu'on ne fait pas de dégâts aux insectes utiles aussi? Alors, c'est une très bonne question. Forcément, si on a des larves dans ces couverts, on a des parasitoïdes qui vont aller à la recherche aussi de ces bestioles-là. Donc forcément, oui, on peut impacter aussi la faune auxiliaire, notamment les parasitoïdes qui iraient essayer de parasiter et de faire leur cycle. Maintenant, je pense que on ne peut pas travailler sur tous les tableaux, la question est pertinente. Après, nous, on a aussi d'autres aspects pour favoriser les régulations qui sont de travailler sur les habitats et sur les ressources disponibles pour les parasitoïdes, notamment assez tôt au printemps, en développant des réseaux de bandes fleuries sur le territoire du projet Concerto. Donc, on travaille ces thématiques-là. Souvent, quand il y a une plante de service comme ça qui permet de détourner les insectes, enfin, moi, j'ai eu pas mal de discussions aussi avec l'Astrédor sur ces questions-là qui pensent que c'est le premier levier à mobiliser, c'est les plantes de service et que les régulations viennent dans un deuxième temps. Nous, on travaille les deux aspects. Mais c'est vrai que oui, effectivement, il y a une possibilité aussi de casser le cycle des auxiliaires. Maintenant, il y a quand même les auxiliaires, ils ont aussi tout le loisir en fait de parasiter dans les colzas. Et si on a des pratiques aussi qui favorisent leur présence dans les colzas, eh bien on va pas perturber complètement le cycle de ces Mm. insectes-là. Donc on peut pas travailler tous les aspects non plus Ouais, bien en sûr. un seul. Voilà. Mm. Merci. Une autre question d'Anne-Sophie Quinet aussi, toujours. Donc sur la slide facteur de réussite, le surcoût de 1 à 3 euros par hectare, comment est-ce calculé? Est-ce que le surcoût est estimé par rapport à quelle référence d'interculture? Très bien. Donc je vais juste commencer un embryon de réponse et je laisserai Mickaël Ouais, qui a travaillé ces questions-là répondre. et Michael Euh, a fourni ici un élément de réponse, donc ah, je peux. je te laisse directement répondre, Ouais, Mickaël. Tu feras mieux que moi. Vas-y. Et en fait, j'avais répondu en dessous. C'est qu'il y a eu un oui, c'est commentaire ça. entre deux, c'était pas Mm. directement en dessous. En fait, c'est vrai que c'est pas juste se dire j'ai mon couvert initial et je rajoute du radis chinois ou de la navette. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on est plutôt sur un surcoût de 10 à 15 euros. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on adapte la dose du couvert qui est initialement prévu. On baisse la dose et on rajoute en fait le radis chinois pour arriver à hauteur de 10 à 15, enfin autour de 15 pieds par mètre carré. Donc au final, en baissant la dose du premier couvert et en tenant compte de la surface que va prendre le radis chinois, du coup, on arrive à un surcoût de 1 à 3 euros à peu près. Merci. Je ne sais pas si ça Merci. répond à la question de la personne, si elle peut juste confirmer ou pas. Sinon, je Mhm. détaillerai davantage. Parce qu'en fait, on Ok. avait fait des Peut-être, Mickaël, si, simulations. peut-être dire que peut-être tu as pris des exemples. Enfin, j'avais vu ton travail, là, tu avais pris des exemples de couverts existants, type Magellan Opti. Tu peux juste en dire deux mots de ça? Non, non, en fait, oui, on avait fait deux exemples. Un avec un couvert qui ne contient pas du tout de crucifères et un mélange qui contient des crucifères. Et en fait, on était dans les deux situations, sur un couvert qui contient déjà du radis chinois. Donc, c'était à hauteur de 7-8 pieds mètres carrés. Bah, on peut arriver à 7 ou 8. On arrivait à un surcoût d'à peu près 1 euro en baissant la dose. Et sur un mélange qui n'avait pas du tout de radis chinois, en fait, en baissant la dose du couvert, je crois que c'était de 60% et en rajoutant les 15 pieds de radis chinois, on arrivait à un surcoût à peu près de 1 à 2 euros. Ok. Très bien. Merci beaucoup, Michael. Question suivante. Est-ce que ces surfaces pièges peuvent favoriser des auxiliaires et une régulation des populations? Alors, c'est une très bonne question. On a réfléchi à ça. Donc on a commencé à mettre en place un certain nombre de dispositifs. C'est vraiment en cours et c'est à titre embryonnaire encore, mais l'idée aurait été en fait sur ces couverts d'interculture d'utiliser le fait
que ça piégeait des altises et qu'il y avait des larves et que potentiellement on pouvait avoir du parasitisme dedans, de laisser une partie, de laisser des bandes de ces couverts-là dans les cultures. Là, c'est pareil, c'est Mickaël en fait qui accompagne le groupe d'agriculteurs de Concerto et qui a testé cette pratique-là. Est-ce que tu peux en toucher deux mots aussi sur comment tu l'as mis en place et ce qui est attendu? Oui, Parce effectivement. qu'effectivement, en fait, c'est des zones qui, contenant des larves, du coup, qui peuvent être sujettes au parasitisme. Et on pourrait imaginer, si on ne détruit pas tout, si on laisse des bandes, en fait, de pouvoir réincorporer dans les parcelles, en fait, les insectes qui vont émerger au printemps d'après. Tu peux détailler, Mickaël, vite fait? Oui, est-ce que tu peux juste reposer la question? Parce qu'en fait, entre deux, j'ai eu un appel téléphonique et du coup, ça Ah, m'a Oui, décroché bien le truc sûr, et ah, j'arrivais bien pas pardon. à sûr. appuyer pour Ben, écouter la conversation. C'est ça que La Alors, j'ai question, arrêté. c'est... la Ouais. question, en fait, en fait, la personne indique que forcément, vu que c'est des zones qui attirent les larves, est-ce qu'on pourrait imaginer d'utiliser ces zones-là aussi comme des réservoirs d'auxiliaires? Et donc, je dis que tu as eu l'idée de le faire. Donc, si tu peux juste expliquer, toi, ta façon de voir par rapport à ça, parce que je pense effectivement que c'est intéressant de pouvoir valoriser ça. Oui, mais en fait, c'est vrai qu'on avait fait le constat justement avec les bandes de fleurs, c'est qu'en fait, on arrivait à avoir beaucoup d'auxiliaires dans les bandes de fleurs, mais peut-être un petit peu moins de dispersion à l'intérieur de la parcelle. Parce qu'en fait, c'est vrai que les bandes, finalement, elles servent aussi de lieu pour les auxiliaires pour s'alimenter, mais aussi des lieux de refuge. Donc, effectivement, tant qu'on a ces bandes-là, c'est compliqué d'imaginer que les auxiliaires puissent se déplacer à l'intérieur de la parcelle. Et du coup, on s'était dit, bah, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'avoir des bandes, mais qui soient temporaires? C'est qu'en fait, on a eu l'idée d'avoir dans les parcelles d'interculture piège, donc des parcelles avec des radis chinois, de mettre en fait dans ces parcelles-là deux bandes de navettes. Parce que l'avantage, c'est qu'en fait, la navette, elle est très peu sensible au gel. Donc, du coup, ça va permettre, et donc, elle est aussi très attractive pour les altises et les charançons du bourgeon terminal. Donc, ça va permettre de pouvoir avoir des larves à l'automne, d'avoir du parasitisme entre l'automne et début de printemps, et de permettre justement d'avoir des phases de larves qui vont arriver au terme de leur développement, tomber au sol, et donc les larves de parasitoïdes qui sont à l'intérieur vont pouvoir finir leur cycle, à la différence des situations où il y a le radis chinois, où on va casser le cycle à un moment donné. Là, avec les navettes dans la parcelle, on va avoir des zones où on va maintenir des parasitoïdes qui vont continuer leur cycle. Et se dire, en fait, ces bandes, elles ont une vocation à être détruites donc au mois d'avril de l'année d'après, hein, donc à peu près à cette époque-ci, quand toutes les larves sont tombées au sol. Et de se dire, en fait, qu'on va revoir un colza l'année prochaine, ces larves qui sont présentes dans le sol déjà de l'année d'avant dans la parcelle, elles vont en fait émerger et elles n'auront pas d'autre choix que d'essayer de se disséminer dans la parcelle pour essayer de chercher des abris. Et pendant ce temps-là, elles pourront aussi profiter pour essayer de parasiter les grosses altises ou les CBT qui seront présents dans les colzas. Donc c'était l'idée de mixer un petit peu les deux aspects piège et puis réservoir d'auxiliaires, quoi. C'était ça, oui. Alors, du coup, ça oblige de mixer dans la parcelle des intercultures pièges avec du radis chinois ou des navettes et de remettre une bande avec que de la navette, ou si on fait 100% navette, c'est d'avoir au moins deux zones dans la parcelle qu'on ne va pas forcément broyer d'automne pour laisser les larves d'insectes, les larves de parasitoïdes, aller au bout de leur cycle. Parfait. Merci beaucoup, Mickaël. Une autre question, toujours concernant l'équilibre des surfaces, de Madame Anne Perrin. Concernant l'équilibre entre surface de colza et interculture piège, quel serait un bon ratio? Surface de colza, surface d'interculture piège. Ok. Euh, donc après, voilà, c'est le ratio, ça nécessite de prendre de la hauteur et tout dépend en fait de la largeur du cercle qu'on prend hein, autour de la ferme. L'idéal étant bien sûr de pouvoir travailler avec les voisins. Moi, j'ai tendance à dire, plus on a d'interculture par rapport au colza, plus c'est puissant. Mais je sais que les collègues vont travailler à des tableaux de bord aussi par rapport à ça. Et voilà, je pense que dans les seuils retenus, il me semble qu'il y avait, à partir de 50%, on commence à être pertinent, puisqu'on a la moitié finalement des surfaces consacrées à la culture par rapport à l'interculture. En dessous de ces 50%, c'est moins efficace, enfin, c'est relativement peu efficace. En dessus, on commence à avoir, enfin, quand on a plus d'interculture que de colza, au-dessus de 50%, on commence à avoir quelque chose de significatif
puisqu'on va avoir plus de surface consacrée au piège qu'à la culture d'intérêt. Parfait, merci beaucoup. Encore des questions. Alors, Laetitia Durlin qui nous dit, j'ai quelques précisions à demander. Y a-t-il eu des témoins, par exemple des parcelles de colza sans couvert attractif, pour comparer le niveau de population d'altis dans les colzas? Alors, j'essaie de bien comprendre la question. Vous comprenez que là, on est sur des dispositifs compliqués d'évaluation. On n'est pas sur de l'expérimentation classique traité témoin. Donc en fait, je vois pas trop la question parce que évaluer une technique sans la présence de l'interculture, je vois pas trop comment on pourrait faire pour avoir finalement un témoin. Alors, j'imagine ce que la personne veut dire, ça doit être par exemple d'avoir un territoire avec uniquement du colza et un autre territoire avec la même surface de colza mais des intercultures. Donc non, si la question c'est ça, non, on Je l'a pense pas que c'est fait. ça. Moi, je la comprends comme ça, en tout cas. Ouais. Bah, en tout cas, Ouais. voilà, je ne sais pas si la personne peut préciser à l'écrit, mais en gros, on a fait un choix méthodologique pour évaluer la pertinence de cette technique-là, qui a reposé sur la comparaison en fait de couples, hein, une parcelle de colza à l'interculture la plus proche, on piège les adultes, on regarde la présence de larves, on a tout un tas d'indicateurs qui ont été suivis. On aurait pu aussi prendre un seul ou deux, trois territoires très larges, recenser toutes les parcelles de colza, toutes les parcelles d'interculture et regarder tout ce qui se passe à l'échelle territoriale. Ça n'a pas été fait parce que en mobilisant des partenaires, on ne peut pas tout contrôler au niveau territorial, c'est très complexe. Mais en tout cas, non, on n'a pas de témoins 100% colza sur l'évaluation de cette technique-là. Donc les collègues, si vous voulez réagir, hein, si je suis peut-être pas forcément complètement exhaustif dans ma réponse, n'hésitez pas, Céline, notamment si tu veux participer Oui, alors voilà, à la oui, réponse. la personne qui a posé la question, oui. Alors, en fait, c'était pour savoir si on retrouve plus d'altis dans les colzas sans couvert d'interculture attractive que dans les parcelles du projet. Et c'était ma question, et donc la réponse convient tout à fait. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, il y a une autre question donc de Claude Tabel. Vous parlez de pourcentage de destruction, mais dans les projets territoriaux, y a-t-il également un impact à moyen terme sur les populations d'insectes? Un impact sur les populations d'altis et de CBT. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. On a travaillé sur l'émergence, essayer de voir si on remettait pas des insectes dans le circuit. Donc ça, c'est réglé. Et la question qui est posée, non, on n'a pas d'évaluation de population on pourrait imaginer des dispositifs aussi je sais pas, de capture sur un territoire pour essayer de voir si au niveau population on a une réduction. Ça n'a pas été fait. On pourrait réfléchir à des protocoles de ce type-là. Que ce soit par exemple avec un réseau de cuvettes où on pourrait imaginer des choses aussi avec des attractifs pour essayer de voir en fait si au fil du temps on arrive à réduire les pressions à l'échelle territoriale. Mais Parfait, non, en tout merci. cas, à ce stade, on n'a pas eu de travail vraiment sur les populations. Les captures en cuvette sont qu'un indicateur finalement de la présence, hein, elles sont attractives, mais c'est un indicateur de présence. On pourrait réfléchir à aussi d'autres manières de monitorer les populations d'altise sur le territoire et de voir Parfait. s'il y a un effet à long terme. Merci Merci, pour la merci question. Nicolas. Mm. Et c'est la dernière question, là, on a légèrement débordé sur le timing. Alors, y a-t-il eu un suivi des populations d'Altis sur plusieurs années pour vérifier la réduction des populations au fur et à mesure des années? Réponse succincte, Nicolas? Ouais, donc dans le cadre du projet Si on peut. Concerto, nous, on a des monitorings. On a des monitorings. Après, c'est vrai qu'on a eu, les dernières années, on a eu des chutes assez fortes, mais qui sont liées aussi à plein d'autres facteurs. Donc, c'est très difficile pour nous. Bien, oui, on a des monitorings, mais c'est très difficile pour nous comment dire, d'isoler les facteurs pris séparément parce qu'on met pas mal de choses en place. Et je vais laisser Mickaël. Mickaël apparemment veut compléter, mais oui, en fait, on mesure on mesure, on a des indicateurs de présence, et on les suit sur le long terme, mais c'est difficile d'attribuer uniquement aux intercultures les chutes qu'on voit. Tu veux répondre, Mickaël?
Oui, bah, c'est juste pour compléter en fait ce que tu dis, tu as raison, c'est qu'en fait l'objectif pour nous, c'est pas forcément de se dire on veut forcément réduire les populations, c'est d'arriver à éviter des pullulations dans les parcelles et maintenir en fait la présence d'altises en dessous, en tout cas altises adultes, en dessous des seuils de traitement. Donc c'est que l'évolution des populations, on l'a vu dans la zone, mais on l'a aussi vu à l'extérieur, parce que forcément il y a des évolutions un peu en fonction des années. Des années on en a Mm. beaucoup, des années on n'en a pas beaucoup. Ce qu'on veut juste, nous, avec ces intercultures pièges pilotés, c'est que les années où il y a beaucoup de pression altise, adultes et CBT, c'est qu'on va réduire la pression dans les parcelles, pas Mm. forcément dans le territoire. C'est Mm. que sur le territoire, ce sera plutôt la gestion des régulations naturelles qui peut-être pourra essayer d'aider à faire ça, mais nous, en tout cas, c'est plutôt arriver à limiter la pression dans les parcelles cultivées et essayer de réduire et sécuriser au maximum la moindre utilisation des insecticides dans ces parcelles. Parfait. Merci beaucoup à Nicolas, merci Michael. Je voulais également vous signaler que les intercultures pièges, comme de nombreux sous-sujets qui touchent au colza, seront à l'honneur d'un congrès international, le 17e congrès international du colza, qui se déroulera à Paris du 18 au 21 avril 2027. Alors, c'est un véritable carrefour international des scientifiques, mais aussi des acteurs du monde agricole, et il diffusera toutes les avancées de la recherche pour améliorer la compétitivité du colza. N'hésitez pas à vous y inscrire. Je vous ai mis le lien de l'événement sur le chat. Vous pouvez le retrouver directement avec toutes les précisions concernant l'organisation de ce congrès international. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à Nicolas, merci aussi à Michael Merci à toi pour, aussi. et merci pour l'intérêt des questions. On a un peu débordé, mais ça en valait la peine. Et je vous retrouve jeudi prochain pour un prochain webinaire. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée.